Il est 20h12, la riposte massive de l'Iran vient de commencer sur Israël. Voilà les informations qui nous arrivent, informations en temps réel, Isabelle, que nous avions en direct tout à l'heure, qui habite à Netanya, m'envoie même des photos avec les alertes et avec ce qui se passe dans le ciel israélien. C'est une attaque massive. Bonsoir François-Xavier Bellamy, merci. Bonsoir. D'infiniment d'être en studio ce soir, eurodéputé et vice-président exécutif les Républicains. Vous êtes aussi professeur de philosophie, c'est ce que je disais aux auditeurs d'Europe 1. Votre regard sur la jeunesse en France, au vu de l'actualité de cette semaine, est très important. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle d'actualité. Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques instants. Il vient de finir un point presse pour parler de la situation, évidemment, au Proche-Orient, qui nous inquiète tous ce soir. Est-ce que vous avez été peut-être convaincu par les mots du chef de l'État, qui dit en substance que oui, l'Iran ne devait pas avoir cette arme nucléaire, que l'Iran était prêt de l'avoir. Donc Israël soutient Israël, mais en même temps nous parle de la création d'un État palestinien dans la même conférence de presse. Comment avez-vous trouvé le président ? D'abord, la situation est infiniment grave et je pense qu'il faut que nous mesurions l'ampleur de ce qui est en jeu. Le président de la République a reconnu les faits et le risque majeur que représentait le fait que l'Iran était peut-être sur le point de disposer d'un vecteur nucléaire. Évidemment, il y avait tout le temps nécessaire pour la miniaturisation de ce vecteur et pour le rendre opérationnel. On n'en était pas encore là, mais en revanche, on était peut-être tout près de la possibilité de construire ce qui aurait été, on peut l'imaginer, un risque majeur, bien sûr, un risque existentiel pour Israël. Quand je vois que les autorités iraniennes publient ce matin un message pour dire « ce n'est pas nous qui avons commencé », il faut quand même se souvenir. Il faut que tout le monde se souvienne, il faut que tous les responsables politiques français de tous les bords soient capables de le dire. L'Iran menace Israël, l'Iran menace l'existence d'Israël toutes les semaines, tous les jours, depuis des années maintenant. Donc le risque était majeur pour Israël, mais le risque était également majeur pour nos pays. Israël est confronté à une menace qui s'adresse à nos pays. Et donc, oui, le risque était immense. Maintenant, dans la position du président de la République, je vois malheureusement une espèce de en même temps de nouveau et qui me paraît particulièrement préoccupant dans la période que nous vivons. En même temps, parce que il se dissocie de ses frappes tout en expliquant que leur effet est bénéfique. Donc, on a du mal à comprendre complètement la logique. Et puis surtout parce que je ne vois pas comment on peut. C'était déjà intenable, mais comment maintenant on peut continuer à promettre la reconnaissance d'un État de Palestine dans ce contexte international. Pourquoi s'obstine-t-il, selon vous, François-Xavier Bellamy, le chef de l'État ? Pourquoi, à chaque fois, remet-il cette question sur la table, alors qu'on sait pertinemment, mais il a listé les éléments qui permettraient la reconnaissance d'un État palestinien, on n'y est pas du tout. Pourquoi continue-t-il à en parler ? Je pense que, encore une fois, c'est dans ces situations-là, il ne faut pas tenter de pratiquer une forme d'ambiguïté qui au motif d'un en même temps serait infiniment dommageable. Et on voit bien que la position du président de la République sur ce sujet, elle n'a cessé de varier au cours des derniers mois, des dernières semaines encore. Moi, ce que je crois profondément, c'est que la situation des civils à Gaza est évidemment un drame absolu. Et je pense d'ailleurs ce soir, bien sûr, à tous les civils israéliens qui sont infiniment inquiets de la riposte de l'Iran. Je pense aussi à tous les civils iraniens qui vivent sous le joug du régime islamiste qui s'impose à eux par la violence depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd'hui, il faut sortir de cette spirale de la violence, mais on n'en sortira pas en offrant quoi que ce soit à ceux qui l'ont organisé. Et la reconnaissance de l'État de Palestine, ce serait une prime offerte à l'action du Hamas. On n'en serait pas là aujourd'hui si le Hamas n'avait pas déclenché le 7 octobre qui a précipité toute cette région dans l'enfer, et en voulant donner des gages peut-être à la population civile de Gaza, paradoxalement, je crois que l'idée de cette reconnaissance aujourd'hui, en particulier, ne serait rien d'autre qu'une espèce de récompense offerte au terrorisme. Donc vous y êtes opposé, François Bien sûr. Je crois que dans la durée, il faudra évidemment trouver une solution qui permette à chacun de vivre dans la paix et dans la dignité. Et les Palestiniens ont droit évidemment à cette dignité, ils ont droit évidemment à la reconnaissance de leur place, c'est absolument incontestable. Mais le faire aujourd'hui, et vous le disiez à l'instant, quand le président de la République cite simultanément toutes les conditions qu'il mettrait, dont tout le monde voit bien qu'elles ne sont en aucun cas susceptibles d'être réunies, malheureusement à court ou moyen terme, je crois que ça n'a pas de sens, et que le bon sens voudrait qu'on dise, évidemment, le moment n'est pas celui-là. Le moment, c'est celui de la sortie de la menace immédiate que représente aujourd'hui l'Iran et tous ses proxys. Je pense au Hezbollah qui a
tyrannisé le peuple libanais pendant si longtemps. Je pense bien sûr aux Houthis. Tout cela engage aussi nos intérêts. C'est le commerce mondial, c'est le commerce de nos pays, c'est notre approvisionnement dans des denrées essentielles. Je pense évidemment au pétrole. Donc c'est ça l'urgence aujourd'hui, c'est ça. La clé, c'est de garantir que demain, nous n'allons pas être nous-mêmes entraînés dans ce risque multifactoriel, risque pour notre sécurité, risque majeur pour notre économie, risque pour les foyers français, pour les ménages, pour notre vie quotidienne. Tout cela, c'est l'urgence. Absolument pas la reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce qu'Israël a eu raison d'attaquer l'Iran, vu les circonstances? Est-ce qu'Israël, je disais vulgairement, et Frédéric Ancel, qui était avec moi tout à l'heure, je dis, Israël est en train de faire le sale boulot. François-Xavier Bellamy. Ce qui est certain, c'est que le régime iranien est une menace pour le monde. Une menace existentielle pour Israël, une menace pour nos pays. La vérité, c'est que je pense que c'est impossible de faire de la géopolitique de comptoir. Personne, malheureusement, dans ce studio, même s'il y a ici des gens extrêmement bien informés, n'a toutes les clés en main pour comprendre ce qui s'est joué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une course contre la montre, parce que les Iraniens refusaient manifestement ce que demandaient les Américains dans les négociations qui devaient se poursuivre dans quelques jours. Ils refusaient d'abandonner le projet d'enrichir de l'uranium. Et ce projet-là, pourquoi le refusait-il de l'abandonner? Parce qu'il était la condition pour fabriquer la bombe nucléaire. La meilleure preuve que ce qu'ils voulaient n'était pas le nucléaire civil, contrairement à ce qu'ils continuent de prétendre aujourd'hui, parce que si c'était le cas, la proposition leur aurait été faite d'importer de l'uranium, ce qui était suffisant pour le nucléaire civil, insuffisant pour le nucléaire militaire. Donc le risque, il était réel, le risque, il était existentiel. Quand on parle de nucléaire, on parle bien sûr d'un risque qui est, tous les Français le mesurent, évidemment abyssal. Et donc oui, sans doute, la réaction d'Israël a été motivée par cette course contre la montre. Il est 20h19, François-Xavier Bellamy, eurodéputé vice-président exécutif Les Républicains. Il y a une autre actualité qui nous a bouleversé cette semaine. Bouleversé parce que cet élève de 14 ans poignarde au hasard cette surveillante qui ne lui avait rien fait. Il la poignarde et il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret en audition, cet adolescent. Cet élève, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que des profils d'enfants très jeunes qui commettent des meurtres, des coups de couteau, qui donnent des coups de couteau. Là, il y a eu 37 coups de couteau. C'est un acharnement sur cette surveillante. Il y avait une marche blanche qui avait lieu ce soir à Nogent, en Haute-Marne. Vous êtes professeur de philosophie, François-Xavier Bellamy. Votre regard a cette saveur toute particulière. Que dites-vous de cette jeunesse que l'on découvre ébahie face à la violence et le non-regret du passage à l'acte? Mais on ne le découvre pas. Et vous le savez comme moi, en réalité, aujourd'hui, cette violence, elle traverse notre actualité, même à bas bruit, mais tous les jours. C'est tous les jours que l'école en particulier, qui devrait être un lieu sacré, c'est tous les jours que l'école est traversée par une violence qui est de plus en plus explicite, de plus en plus décomplexée. Et moi, quand je pense à Mélanie, je pense à sa famille, je pense à tous les professeurs de son établissement, à tous les professeurs de France aujourd'hui qui sont en première ligne devant cette situation de plus en plus préoccupante. Mais quand je pense à cette situation-là, j'ai une forme de colère profonde, parce que ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme. J'ai publié, pardon, je veux pas revenir à moi, mais c'est pour donner une petite idée de chronologie. J'ai publié un livre sur la crise de l'école en 2014 qui s'appelait Les Déshérités. Et dans ce livre, je commençais par le récit de ma première rentrée. 15 jours après ma première rentrée comme professeur, c'était en 2008, je faisais mon premier cours. 15 jours après ma première rentrée, un jeune a été tué devant la porte de mon lycée à coups de tournevis. Et j'écrivais dans Les Déshérités, en racontant cette expérience, que nous étions devant l'effondrement intérieur, l'effondrement de la transmission d'une culture, d'un savoir, de repères communs, l'effondrement de l'autorité, l'effondrement de tout ce qui constitue la condition de la vie en société, et que tout cela provoquait l'ensauvagement que nous vivons. Et je disais cela exactement dans ces mots. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Malheureusement, rien du tout. On a connu des débats interminables. Je me souviens des pudeurs de certains dirigeants politiques lorsqu'il s'agissait de contester le mot d'ensauvagement. Oh là là, surtout, n'employons pas des mots qui fâchent. Mais ce qui fâche, c'est pas les mots. Ce qui fâche, c'est la réalité. Ce qui fâche, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une génération entière qui grandit, en effet, en étant privée de ses repères communs. Et je le dis d'une manière très forte, je veux pas donner le sentiment d'excuser quoi que ce soit. Ce jeune, il est inexcusable. Évidemment, son crime est un crime abominable. Mais il ne demande même pas à être excusé, François-Xavier Bellamy. Moi, je suis atterré, vous vous rendez compte, en garde à vue. Il s'en fiche. Enfin, pardon, Jean Chenec. Vous ne pouvez pas l'écarter d'excuses.
Oui. Et bien c'est là Elle s'applique automatiquement. C'est de là qu'il faudra sortir, parce que ça fait longtemps qu'on le dit, l'excuse de minorité a contribué à ce sentiment d'impunité qui fait le climat que nous vivons. Mais malgré tout, dans cet acte-là, comme dans tous les actes de violence qui traversent la société aujourd'hui, et en particulier chez les plus jeunes, il y a plus que le crime d'un adolescent. Il y a une faillite collective. Il y a la faillite de ceux qui ont laissé l'école perdre sa mission, qui ont même retiré à l'école cette mission de transmission de nos repères communs. De ceux qui ont organisé, pas seulement laissé faire, mais organisé cette crise de l'autorité dont nous voyons aujourd'hui les résultats si concrets. Et les parents, est-ce que vous pensez, vous, François-Xavier Bellamy, que les parents ont une part de responsabilité dans l'agissement de leurs enfants? Est-ce qu'il faudrait que les parents soient sanctionnés? Mais que les parents soient responsabilisés, mais c'est une évidence. Georges Fenech le disait à l'instant, l'adolescent bénéficie d'une excuse de minorité. Mais s'il bénéficie d'une excuse de minorité, c'est parce qu'il n'est pas encore majeur. S'il n'est pas encore majeur, c'est qu'il est sous la responsabilité d'un majeur. Et donc il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité. On ne peut pas à la fois avoir l'excuse de minorité pour les adolescents et en même temps l'absence de responsabilité chez les parents. Et aujourd'hui, tant de mères de notre famille politique, tant de mères, les Républicains, partout en France, disent, lorsqu'il y a un jeune qui pourrit la vie d'un quartier avec des trafics, avec de la violence, avec de l'intimidation, on ne peut pas sanctionner ce jeune et on ne peut pas rendre ses parents responsables. On est obligé, par exemple, de laisser cette famille dans des logements sociaux, d'où, en réalité, le sentiment d'impunité qui ne cesse de prospérer. Donc oui, bien sûr, il faut réagir. Comment rétablir l'autorité, François-Xavier Bellamy? On est tombé si bas. Comment vous rétablissez cette autorité? Parce que ça part du haut. Mais ça part du haut, mais ça part du tout début, ça part des plus petits, et c'est de là qu'il faut commencer, qu'il faut recommencer. D'abord, il faut effectivement savoir responsabiliser les parents défaillants, mais il faut aussi soutenir les parents. Il y a beaucoup de parents qui sont eux-mêmes en difficulté dans leur exercice de l'autorité. Il faut soutenir les familles. Ensuite, il faut soutenir les professeurs. Pendant des années, vous savez, à l'Éducation nationale, la doctrine qui prévalait et qui malheureusement continue encore si souvent de prévaloir, c'était la doctrine du pas de vague. Pas de vague, c'est le mot que les professeurs avaient utilisé pour désigner ce qui leur était opposé. Quand un élève créait des problèmes, s'il conteste un professeur, c'est le professeur qu'on finira par obliger à céder au motif qu'il faut éviter de faire des vagues. Mais c'est cette logique qu'il faut renverser. Et ça passe par le fait, moi je le propose depuis des années par exemple, un élève aujourd'hui qui crée des problèmes dans un établissement scolaire, il peut être exclu temporairement, il peut être exclu définitivement, mais en fait il devra être rescolarisé. Et donc on va simplement le déplacer d'un établissement à l'autre. Il faut créer des internats fermés qui servent précisément à accueillir le plus rapidement possible, le plus tôt possible, des jeunes qui en ont besoin pour être remis sur le droit chemin. C'est absolument indispensable parce que sinon, encore une fois, on ne fait que déplacer les problèmes et toujours avec le pas de vague, on ne fait que les nier. Mais il faut maintenant sortir du déni des réalités, ouvrir les yeux sur la réalité de la violence qui traverse aujourd'hui nos écoles et décider enfin d'y mettre un terme pour de bon. C'est effarant, ce qui se passe sur les enfants. Moi, je voudrais aussi entendre Georges Fenech sur ce sujet. Mais on est obligé. Est-ce que vous pouvez rester avec nous, François-Xavier Bellamy, ou est-ce que vous avez avec joie. Ah, alors restez avec nous. Je voudrais aussi vous entendre. C'est très important. Moi, j'ai été en tant que maman, mais comment on peut avoir un enfant? Mais je comprends pas qu'il n'ait pas de regret. Alors ça, c'est ce qui me dépasse le plus. 37 coups de couteau, il n'a aucun regret en garde à vue. Georges Fenech, je sais pas si vous avez vu ça, vous allez nous raconter ça dans un instant sur Europe 1, il est 20h26.